Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'est passé tellement de choses le week-end dernier à Singapour qu'on n'a pas eu le temps de tout évoquer dans le débrief de lundi midi. En plus depuis on a appris certaines choses, des images ont fait surface sur les réseaux sociaux et surtout les plus de 400 commentaires que vous m'avez laissés m'ont offert quelques sujets supplémentaires à explorer. Et franchement, merci pour ça, ça me donne l'occasion aujourd'hui d'explorer quelques théories ou quelques points que je n'avais pas encore soulevés. On y va et en fin de vidéo, il y aura une petite preview du Japon qui arrive déjà dans moins de 24-48 heures. Allez, on commence par ce qu'on n'avait pas vu, à commencer par les dégâts sur la suspension de Fernando Alonso. Alors, elle n'était pas pliée, heureusement, sinon ça aurait été impossible, mais un élément aérodynamique placé dessus aurait été défaillant à l'avant gauche. Aston elle-même a du mal à estimer combien de temps ça lui a fait perdre, combien d'appui, donc évidemment compliqué de savoir, mais combiné aussi à son arrêt de 25 secondes qu'on a oublié de parler lundi à cause d'un souci de cric arrière, il faut avouer que sa course a été gâchée par quelques éléments extérieurs. Dans le même cas, on a l'accrochage entre Pérez et Albon en fin de course au tour 57, il me semble. Checo plonge à l'épingle du 13 dans un espace beaucoup trop serré. Les stewards ont estimé que c'était une manœuvre, je cite, optimiste et tardive et qu'Albon ne pouvait rien faire pour éviter la collision. Il a écopé de 5 secondes de pénalité, ce qui n'a pas changé son résultat, mais ce avec quoi je suis d'accord pour moi, effectivement. Certes, il y a un espace, mais il arrive de beaucoup trop loin et il maîtrise mal le virage, appartient entre guillemets à Albon. Et ce que j'avais raté, c'est que sans cet accrochage, Albon aurait sûrement marqué des points, puisqu'en effet à cause de ça, il perd 3 places et une bonne vingtaine de secondes. Quand on sait qu'à l'arrivée il ne termine qu'à 1 seconde derrière Magnussen, bah voilà, il aurait été à minima P10, lui dit carrément 8ème. Encore aurait-il fallu doubler Lawson, possible, grave possible, et garder Pérez derrière, ça aussi pourquoi pas, c'est possible. Donc il y a entre 1 et 4 points qui ont échappé à Williams dimanche. Ils ont donc fait une bien meilleure course que ce que je pensais. Je m'excuse, j'étais passé à côté, j'avais mal lu leur dimanche. Tout ça confirme également que le point arraché par Haas est encore plus chanceux que ce qu'on évoquait lundi, même si la tentative stratégique sous la VSC avec Magnussen a été un très très bon coup. Et donc on va en profiter pour ajuster les notes. Je mets plus 1,5 à Albon qui remonte à 15, plus 3 pour Williams qui monte à 13, j'avais clairement mal lu leur course. Je vais aussi remonter Alonso d'1,5 points à cause de ces circonstances atténuantes, il monte à 13,5. Il y a également un petit 1,5 en plus pour Piastri qui finalement remonte très fort et fait un grand dimanche, il a vraiment été excellent. Et un petit plus 1 pour Lewis Hamilton car on va évoquer son cas en fin de vidéo. Vous voyez, je ne le fais pas toujours parce que je ne le dis pas toujours en vidéo, mais je me sers de vos commentaires pour ajuster mes notes et franchement, je vous en remercie une nouvelle fois. Vous me permettez d'avoir une vision de la course qui est plus complète, plus juste. Bien souvent, vous avancez des points de vue, des arguments que j'ai parfois même pas pensé moi-même. Donc je vous en remercie, c'est l'objectif principal de la chaîne et c'est diablement enrichissant. On revient maintenant sur quelque chose qu'on n'a que très brièvement évoqué, c'est les 3 potentielles pénalités que Verstappen aurait pu recevoir samedi en qualification. Alors on va les prendre une par une, qu'est-ce que j'en pense ? Pour la gêne sur Sargent, je n'aurais rien mis non plus, la situation était complètement ridicule dans le dernier virage avec toutes ces voitures arrêtées, mais Max ne fait rien de mal spécialement et en plus il laisse totalement un espace à Sargent sur le côté, Sargent qui lui-même a dit qu'il n'avait pas été gêné, donc pour moi, affaire conclue. Concernant son arrêt de 14 secondes à la sortie de la pit lane, je dois déjà dire que j'ai trouvé la manœuvre assez dingue. Comment peut-il penser avoir le droit de faire ça en pleine session? Surtout qu'il n'y avait pas de temps minimum pour le tour de sortie, donc il aurait très bien pu être ultra lent en piste pour se créer un espace. Évidemment, même s'il s'est retenu de le dire à la radio, il le fait par rapport au trafic. Heureusement, les commissaires n'ont pas été dupes. Ils ont conclu que bien que Verstappen n'ait pas gagné davantage dans la manœuvre, il a pu potentiellement impacter négativement d'autres pilotes, ce qui je pense peut être le cas des pilotes Mercedes notamment. Et donc la sanction attribuée à ça, c'est une réprimande. Ok, pourquoi pas, réprimande, vous pouvez en cumuler 5 avant d'avoir une pénalité pour des faits plutôt mineurs. Ok, réprimande, ça me va, mais s'il avait pris 3 places pour ça, j'aurais pas non plus été complètement choqué. 3 places de pénalité que pour moi il aurait totalement dû prendre par rapport à sa gêne sur Tsunoda. Bon, si là il ne gêne pas le pilote japonais, alors je ne sais pas ce qu'est une gêne, et une dizaine de fois cette saison on a eu ce cas de figure en qualif et il y a eu pénalité.
Et mon souci, c'est que je ne suis absolument pas d'accord avec la justification des stewards qui estiment que le décalage à gauche léger et ultra tardif de Verstappen est suffisant et aussi qui le dédouanent parce qu'il n'a pas été prévenu à la radio. Pour moi, c'est pas un argument. Leclerc à Monaco non plus n'avait pas été prévenu à la radio. Et puis il conclut que généralement dans ce genre de cas, la pénalité appliquée est une réprimande, ce que je trouve complètement faux puisque la jurisprudence de la saison me semble prouver que dans ce genre de cas, c'est 3 places de pénalité. J'ai donc beaucoup de mal à comprendre, je ne rentre pas dans toutes les théories de Verstappen protégé, je pense même que la FIA, plus Verstappen part loin, plus ça donne de l'intérêt aux courses, donc ça l'arrange. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à expliquer cette non-pénalité. Concernant le fait qu'AlphaTauri n'est pas venu à l'audience, il y a une petite confusion on va dire, puisque selon Motorsport, la FIA n'a pas envoyé de convocation officielle à AlphaTauri, formelle et obligatoire. Non, c'était plutôt apparemment un message WhatsApp qui n'a rien d'obligatoire, et donc on aurait décidé de ne pas s'y rendre. On va pas être dupe, évidemment, on s'y est pas rendu parce qu'on n'était pas obligé et parce qu'en face c'était Red Bull. Là, clairement, on est d'accord. Je sais pas si ça a changé le résultat de l'audience. En tout cas, je veux bien vos avis sur ces pénalités, combien vous en auriez mis, etc. Mais c'était assez mal jugé samedi, je trouve. On continue et on reste un peu sur le thème Red Bull en essayant de préciser d'un point de vue technique, justement la directive technique publiée par la FIA concernant les ailerons flexibles entré en vigueur le week-end dernier, et tenter de déterminer à quel point c'est responsable des difficultés de la RB19. En Formule 1, il est interdit d'avoir des éléments aérodynamiques mobiles ou montés de manière flexible. Cela concerne donc les ailerons qui sont un point de discussion depuis plusieurs saisons. À Zandvoort, la Formule 1 a publié une directive technique, c'est-à-dire une clarification des règles envoyées aux équipes, et elle est entrée en vigueur ce week-end à Singapour. Les équipes devaient fournir le design de leurs ailerons avant et arrière. L'objectif, c'est de vérifier qu'aucun ne soit hors limite niveau flexibilité. Donc si certains l'étaient, ils ont dû reconstruire un nouveau design. Les zones surveillées sont particulièrement l'attache de l'aileron avant avec le nez, l'attache de l'aileron arrière avec la crashbox, avec la boîte de vitesse, et aussi la beam wing, cette sorte de petit aileron sous l'aileron arrière. Il y a une vidéo explicative de la F1 qui est top à ce sujet. Un aileron se déforme forcément sous l'effet de l'air. À 300 km/h, forcément ça s'affaisse, mais toute la question c'est dans quel degré, dans quelle mesure. Il y a une certaine limite à respecter et certains peut-être l'ont dépassé. Pour vérifier ça, on va mesurer avec les petits points, les petites gommettes qu'on a collées sur les ailerons depuis la saison dernière. Ils permettent, grâce aux caméras on-board, de voir à quel point ça bouge, à quel point ça s'affaisse. L'intérêt d'avoir des ailerons avant et arrière flexibles, c'est qu'ils fonctionnent un peu comme un DRS. S'ils s'affaissent dans les lignes droites, il y a moins d'éléments qui rentrent en résistance avec l'air et donc on a moins de traînée, on va plus vite. Et en plus, quand on freine, les éléments aérodynamiques se redressent et on a plus d'appui dans le virage. Le gain est donc principalement en ligne droite, zone où Red Bull est très forte, mais où elle n'a pas vraiment montré de signe de faiblesse ce week-end, et on faut aussi dire qu'ils n'ont pas apporté de nouvel aileron arrière ou avant, donc leur design devait être en conformité avec la directive technique. Ça me fait dire qu'a priori, c'est pas ça qui explique leur déboire du week-end. En plus, on a expliqué lundi plein d'autres raisons qui font qu'ils n'ont pas été bons. Après, Singapour n'est pas forcément le meilleur circuit pour se rendre compte de cette nouvelle directive technique et la flexibilité des ailerons, c'est vraiment des petits détails. On peut prendre du temps avant de voir une éventuelle non-conformité, que ce soit d'ailleurs chez Red Bull ou chez une autre équipe. Allez, on attaque maintenant le gros sujet de cette vidéo. Il concerne la stratégie de Mercedes avec laquelle j'ai été assez dithyrambique lundi. Oui, mais plusieurs de vos commentaires m'ont fait un petit peu revoir mon point de vue et m'ont apporté notamment 2 éléments que j'avais pas vraiment anticipés. On va donc voir ce qu'il en est. Peut-être que c'était pas si bon que ça en fait. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs. Première chose, ça n'a pas marché. Ils étaient 2 et 4 avant l'arrêt, ils allaient finir 3 et 4. Je maintiens que prendre un risque était la bonne décision puisque c'était sûrement la seule opportunité de victoire de l'année et qu'au final tu ne perds pas grand chose, mais c'est un échec on va dire avant même l'accident de Russell. Surtout, arrêter les 2 voitures sous la VSC n'était peut-être pas optimal. S'ils avaient arrêté un seul pilote, peut-être que l'autre aurait pu rester en piste, bloquer les concurrents directs et donc empêcher le jeu de DRS que Sainz a mis en place. Le jeu de DRS qui est l'élément qui a privé Mercedes de la victoire. Sans ça, il gagnait.
Oui, mais si on décidait d'arrêter qu'une seule voiture, ça ne pouvait être qu'Hamilton, puisque si on le laissait en piste, depuis sa position de quatrième, il n'aurait été d'aucune aide à Russell, alors que Russell, en étant deuxième, entre Sainz et Norris, il aurait pu empêcher le jeu de l'Espagnol, isoler le Britannique, et donc permettre à Hamilton de remonter, de le dépasser, et d'aller chercher un Sainz sans protection. Je ne sais évidemment pas s'ils auraient gagné, mais sur le papier, cette stratégie, si Russell avait joué le jeu, leur aurait donné, je pense, de meilleures chances. Il y avait un potentiel 1-3 à l'arrivée, en tout cas à minima 2 et 4, et je pense le plus probable 2 et 3, et donc le 3 et 4 qu'ils allaient faire avec leur stratégie de base est moins bon. Le problème, c'était que faire ce choix, c'était sacrifier Russell, qui était le mieux placé en piste et le meilleur, on va dire, ce week-end, et c'était pas un choix facile. Ils n'ont pas osé faire ce que Ferrari a fait à Leclerc ici même en 2019. Peu importe le pilote le mieux placé, le jeu de pion inhérent à Singapour fait que parfois cela crée des situations où il y a une meilleure opportunité de résultat pour l'équipe et il faut la saisir, peu importe si on contrarie l'un ou l'autre. Mais bon, là c'est vrai que offrir la possibilité de victoire à Hamilton car il était derrière, comme Vettel il y a 4 ans, ça aurait été très dur pour Russell. C'était pas un choix évident et facile à assumer humainement en interne dans l'équipe, mais c'était un choix fort et peut-être l'un des seuls qui donnait la victoire. Donc au final, a posteriori, certes ça aurait été un petit peu dégueulasse pour Russell, mais est-ce qu'il valait mieux pas le faire? Peut-être. Alors s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas, comme je le vois un petit peu partout, à cause d'un défavoritisme envers Lewis Hamilton, etc. Ça, vraiment, faut ranger toutes ces théories de côté. C'est toujours du grand n'importe quoi. C'est plutôt, je pense, qu'ils ont un peu plus pensé au doublé qu'à la simple victoire. Ils se sont dit, bon, Russell va remonter sur Sainz, donc autant faire la même chose avec Hamilton, les deux vont passer. Et surtout, le point central, c'est qu'ils n'ont pas anticipé le jeu de DRS de Sainz. Je pense qu'ils s'y attendaient pas, et c'est ça qui les a bloqués. Donc un peu facile aussi a posteriori de dire, voyez, vu qu'il y avait le DRS, vous auriez dû faire ça. Voilà, nous-mêmes, on n'avait pas anticipé que Sainz allait faire ça, donc sur l'instant, le double arrêt avait beaucoup de sens. A posteriori, quand on analyse le jeu de cartes, oui, effectivement, n'arrêter qu'Hamilton aurait peut-être été plus efficace. Voilà ce qu'on peut dire. Autre point de discussion soulevé sur Mercedes, aurait-il dû échanger les positions, laisser passer Hamilton en fin de course? Cette question se base sur le rythme d'Hamilton, supposément meilleur sur les derniers tours par rapport à son coéquipier sur le dernier relais. Donc déjà, vérifions ces histoires de rythme. Le tour de sortie des stands d'Hamilton est 1,9 secondes plus lent, oui, mais il a passé 3 secondes et demie de plus au stand, donc en vérité, dès la sortie des stands, il gagne déjà 1,6 seconde. Voilà. Le tour d'après, Russell va reprendre 7 dixièmes, mais les 6 tours suivants, les deux pilotes dans l'air libre, c'est Hamilton qui est systématiquement plus rapide, d'une demi-seconde par tour en moyenne. Ensuite, au tour 53, Russell revient sur Leclerc, donc on ne compte pas puisqu'il est il est bloqué. Puis au tour 54, c'est Hamilton qui se tape la Ferrari. Au tour 55, à nouveau de l'air libre, Russell reprend 3 dixièmes. Puis après, ça y est, ils sont revenus sur Norris et Sainz. Donc là, la fin de course ne veut plus rien dire puisqu'ils sont dans un bouchon. Les chronos ne sont plus représentatifs de leur vrai potentiel de rythme. Alors on ne sait pas à quel point ils géraient ou ils préservaient leur gomme et le contexte de cette fin de course est assez particulier, mais oui, dans les tours à l'air libre, Hamilton était plus rapide que Russell, bien plus rapide même. Alors ok, c'est assez clair, mais dans le fond, qu'est-ce que ça change? Puisque Russell, lui, avait aussi le rythme pour aller gagner, le vrai souci, ça a été l'impossibilité de dépasser, donc la vraie question au final, c'est pas Hamilton était-il plus rapide, c'est Hamilton aurait-il pu dépasser lui? Et là, pour le coup, je ne pense pas, puisque la Mercedes manquait de vitesse de pointe. Alors évidemment, c'est une légende, c'est l'un des meilleurs de tous les temps, c'est la référence, évidemment, pas de problème. Mais là, pour moi, Russell ne faisait pas du mauvais travail, c'est juste qu'on ne pouvait pas passer Norris avec cette Mercedes. Et donc, je ne sais pas évidemment si Hamilton, lui, l'aurait fait, impossible de l'infirmer ou de l'infirmer. Mais comme on ne peut pas avoir une certitude, je ne vois pas de problème avec le fait de ne pas l'avoir laissé passer. On n'est pas dans le genre de cas où un pilote en bloque un autre. Là, c'était un petit peu vain pour Mercedes, peu importe quel pilote essayait, à mon sens. Surtout que niveau légitimité, demander à Russell de s'écarter alors qu'il a été devant tout du long, qu'il a le rythme pour gagner, qu'il est passé à 2 doigts de faire tomber Norris, et que tout ça se déroule seulement en gros sur 6 petits tours, je trouve ça limite. Donc je dirais que le swap ne s'imposait pas, n'aurait finalement sûrement rien changé dans 95% des cas, et surtout c'était compliquer les choses pour pas grand chose. Je pense qu'on aurait juste fait perdre une place sur le podium à Russell. Peut-être qu'à 3 tours de l'arrivée on aurait pu dire donne ta place, il te la rendra s'il n'y arrive pas.
Mais je crois que c'était un timing trop serré et que la fin de course était trop folle pour qu'on prenne une telle décision et qu'au final, c'est juste que la Mercedes ne pouvait pas passer la McLaren équipée du DRS. Pour conclure, je ne suis donc absolument pas gêné par le traitement des deux pilotes sur le dernier relais, je ne vois absolument aucune raison de polémiquer. C'est plus le double arrêt qui n'est a posteriori pas forcément optimal. Peut-être qu'ils auraient pu faire un choix plus agressif, plus fort, mais également plus dur vis-à-vis de Russell qui méritait d'être devant. Je veux bien vos avis sur ce débat, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Avant de vous quitter, je vous l'avais promis, on se quitte avec un rapide coup d'œil, une rapide preview sur le Grand Prix du Japon qui arrive déjà très tôt vendredi matin. Et oui, c'est la coutume au Japon, va falloir se lever très tôt, 4h30 et 8h pour les séances de vendredi et de samedi, 7h pour le Grand Prix. Perso, j'adore les événements de nuit, et puis ça me rappelle les Grands Prix de Malaisie quand j'étais jeune où il fallait se lever en premier pour allumer TF1. Voilà, moi, je kiffe. Alors côté technique, notons qu'il y aura un essai pneumatique vendredi, puisque Pirelli apporte 2 pneus C2 prototypes en plus de la location classique. Le manufacturier est toujours en train de tester ses pneus pour la saison prochaine. Ça risque pas de changer grand chose, je pense. Sinon, évidemment, la grosse actu, c'est la rumeur qu'il y a depuis lundi. Tsunoda serait sur le point d'être confirmé en marge de son Grand Prix à domicile. Un choix, une décision et un timing que je trouve assez surprenant, puisque ça va créer maintenant un vrai problème, puisqu'il y a Lawson dans l'équation, 3 pilotes pour 2 places en tout cas. Amus, le très sérieux journal allemand, annonce que c'est fait pour Tsunoda et qu'on devrait en avoir la confirmation. Je vais donc attendre d'avoir cette confirmation pour explorer toutes les conséquences de cette éventuelle prolongation de contrat. On verra potentiellement en début de semaine prochaine. D'ailleurs, pour rester sur ce sujet, je sens plutôt bien AlphaTauri ce week-end, Tsunoda à domicile, Lawson sur un circuit qu'il connaît très bien, c'est assez prometteur, même s'il pourrait y avoir un petit contre-coup, et puis un circuit où historiquement ils ont parfois bien fonctionné, pourquoi pas, en plus on sait qu'ils sont meilleurs que ce que leur classement le laisse penser, et il y a sûrement une vraie bataille à venir pour la 8e place du constructeur, je crois qu'ils peuvent remonter, notamment sur Alfa Romeo, qui a apporté un package énorme d'amélioration à Singapour, package qui n'a pas du tout fonctionné. Je pense que Suzuka sera important pour eux pour voir où ils en sont. Alors on a aussi une grosse rumeur dans laquelle je suis totalement tombé ce mardi soir. Des médias espagnols ont annoncé le forfait de Stroll pour le Grand Prix du Japon, ce que j'ai cru. Finalement, visiblement, ce n'est pas le cas. Voilà, j'aurais bien aimé savoir qui l'aurait remplacé. Je crois que c'était Van Dorn, le 3e pilote, donc sûrement pas Drugovich. On aurait aussi eu une grosse rumeur Vettel à laquelle je ne croyais pas un seul instant et que je ne souhaitais pas d'ailleurs. Bref, Lens apparemment serait bien là. Mais bon, évidemment, la chose la plus importante à observer ce week-end, c'est de voir si Red Bull retrouve un niveau normal, si elle reprend le fil de sa saison et que Singapour n'aura été qu'un accident. Je pense clairement que oui, puisque la méforme de Singapour est totalement circonstancielle. Mais on ne sait pas, un grain de sable peut avoir modifié la machine. Ils ont apporté un nouveau fond plat qui, je cite, comportait des erreurs fondamentales de calcul. Peut-être qu'aussi ils se sont un peu embrouillés au niveau des réglages. Bon, j'y crois peut-être qu'à 10-15%, mais il y a une fenêtre de possibilité dans laquelle Red Bull a un peu perdu le fil. Va falloir en tout cas très vite qu'ils rassurent, en tout cas qu'ils se rassurent. Et puis on note que je crois qu'il leur suffit de marquer plus de points que Mercedes ce week-end pour être champion constructeur. En tout cas, il y a de très fortes chances que ça arrive ici. Et puis pour finir, un petit point météo. Alors je sais que ce mercredi, conditions apocalyptiques à Suzuka, un petit peu comme le dimanche de l'année dernière, mais apparemment on devrait échapper à la pluie, peut-être un petit peu vendredi, mais à part ça, on devrait avoir un week-end japonais pour une fois assez clean niveau météo. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça avant le Grand Prix du Japon. Dites-moi si vous pensez que Hamilton aurait pu gagner cette course également. Voilà, on se quitte maintenant comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui se vante d'être le seul à pouvoir stopper les plus grandes dominations de l'histoire. En 1988, le seul Grand Prix non gagné par McLaren, c'était Ferrari qui l'avait emporté à Monza. Et en 2023, peut-être que le seul Grand Prix que Red Bull va laisser de côté, c'est Ferrari qui l'aura pris à Singapour. À bientôt.